Eh bien, bonjour à tous. Du coup, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la santé mentale et le psychosocial que Cécilie va vous présenter. Donc, juste pour vous dire que moi, je vais jouer le rôle d'animatrice. Et du coup, c'est moi qui prendrai notamment vos questions que je vous invite à marquer dans la petite section Q et R, donc questions et réponses, pour que ce soit plus simple. À la fin de l'intervention de Cécilie, on les regroupera et voilà, on essaiera d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à les marquer au fur et à mesure de la présentation de Cécilie et puis, en fin de présentation, on fera ce temps d'échange, voilà, pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une bonne présentation. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Cécile. Du coup, là, je mets juste un petit peu la caméra pour vous dire bonjour. Donc, moi, enfin, je pense qu'on se connaît à peu près tous. Je suis responsable du pôle santé mentale et psychosociale et protection, genre et inclusion. Et du coup, on avait préparé cette présentation pour essayer d'expliquer ou de rappeler ce qu'est la santé mentale et le psychosocial, notamment depuis que, lors de la conférence internationale qui a eu lieu en décembre, le terme a un peu évolué. Avant, on parlait de soutien psychosocial ou programme de soutien psychosocial, PSP. Maintenant, on parle de SMPS ou SMSPS pour santé mentale et soutien psychosocial. Du coup, c'était un peu l'occasion de faire un rappel sur ce dont on parle, quelques définitions, et l'illustrer notamment à travers le soutien psychosocial et la santé mentale pendant une crise. Donc là, j'ai pris l'exemple d'actualité qui est le coronavirus, et en post-crise. Et du coup, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on avait fait au moment de la crise Ebola, après la crise Ebola, du coup, et quelles sont les activités qui peuvent être mises en place pour soutenir les personnes au niveau du relèvement. Et ensuite, on fera un dernier petit point sur un autre élément qui est particulièrement important et que le mouvement essaye de mettre en avant, qui concerne le bien-être des personnels et des volontaires. Du coup, je vais commencer par vous donner un petit aperçu de ce qu'est la santé mentale et le soutien psychosocial. Donc, la santé mentale, d'après la définition de l'OMS, c'est vraiment un état de complet bien-être, c'est-à-dire que ça inclut à la fois le physique, le mental et le social, et ça ne consiste pas seulement à une absence de maladie ou de handicap. Et c'est la définition de la santé. Et la santé mentale, c'est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, en fait, la santé mentale, ce n'est pas juste une absence de maladie, c'est la capacité de se sentir à l'aise, bien dans sa peau, bien dans sa famille, bien dans sa communauté, et de se sentir utile et efficace. On va le voir un peu plus tard avec les principes de ce qu'est le bien-être, mais pour, euh, pour revenir sur le psychosocial, en fait, la santé mentale va se focaliser un petit peu sur l'individu et ce qui fait que l'individu va réussir à surmonter ses défis et ses difficultés. Le psychosocial, c'est assez similaire, mais il y a une vraie mise en perspective et en parallèle et en lien de la dimension psychologique, c'est-à-dire tout ce qui va concerner les sentiments, l'expérience qui est propre à chacun, le niveau de stress des personnes ou ce qui va la stresser, la façon dont elle perçoit les choses et ses croyances, et le niveau social qui concerne les traditions, les réseaux sociaux, les relations familiales et professionnelles, tous les dispositifs existants de soutien au niveau communautaire, et le psychosocial concerne donc cette relation dynamique entre l'un et l'autre, parce que, par exemple, une personne qui serait dans un état de stress ou de difficulté, de vulnérabilité, de détresse très important, contribuerait de manière plus difficile à sa communauté, donc ça va avoir un impact sur sa participation familiale et communautaire. Et à l'inverse, une communauté qui serait discriminante ou excluante aurait forcément un impact sur l'état psychologique de la personne qui serait discriminée. Du coup, quand on va parler de soutien psychosocial, on va vraiment essayer de mettre en place des actions à la fois au niveau individuel pour travailler sur la façon dont la personne va percevoir les choses et comment elle va se les approprier, les accepter, et sur la dimension sociale, de sorte à ce que la communauté soit vraiment inclusive et contribue
au mieux-être individuel de chacun. Le bien-être psychosocial et donc la santé mentale, ce qui fait qu'une personne va être considérée comme étant dans un bien-être positif. Il y a Hopfol qui a décrété qu'il y avait 5 éléments essentiels. C'est la sécurité, le fait que la personne se sente en sécurité, en sûreté dans l'endroit où elle est. Le calme, c'est la capacité de la personne à être posée, à être apaisée. C'est traduit de l'anglais, donc ce n'est pas forcément évident, mais la connectivité, c'est le fait qu'elles soient en lien, qu'elles se sentent incluses dans le groupe auquel elle appartient, et le fait qu'elles se sentent efficaces, comme on disait tout à l'heure. En fait, dans la santé mentale et le bien-être psychosocial, il y a vraiment cette partie qui est de contribuer efficacement à sa famille ou à sa communauté. Ce n'est pas forcément le travail rémunéré, ça peut être le fait de se sentir efficace dans la gestion de sa famille, mais c'est quelque chose qui va également contribuer beaucoup au bien-être de la personne et l'espoir, c'est-à-dire la capacité à se projeter dans l'avenir. Et en fait, pour considérer qu'une personne est dans un bien-être psychosocial, cela signifie qu'il faut qu'on ait ces 5 éléments-là, d'après Hopfol. Et c'est le parti pris de la fédération et du mouvement. Au niveau des interventions en santé mentale et soutien psychosocial, il y a, donc ça c'est un parapluie que vous pouvez retrouver dans les documents de la fédération. En fait, il y a cette idée qu'on va avoir des interventions à la fois au niveau individuel, au niveau familial et au niveau communautaire. Et ces activités vont être adaptées, ajustées selon les contextes, avec quelques exemples qui sont listés ici, comme les groupes de soutien ou les premiers secours psychologiques ou les premiers soins psychosociaux, le soutien au personnel et aux volontaires, l'éducation psychosociale, donc ce qu'on appelle la psychoéducation. Tous ces éléments-là, en fait, vont se décliner sous forme d'activités qui visent à restaurer le bien-être lorsqu'il a été affecté pour essayer d'appuyer l'un ou les 5 des principes d'Hopfol et essayer d'accompagner l'individu, la famille et sa communauté pour atteindre un niveau de bien-être qui leur permette à la fois de se sentir bien eux-mêmes, mais aussi d'être bien au sein de leur communauté ou de leur famille. Je vais aborder un petit point sur le stress, parce qu'en fait, le stress est une des principales causes de détresse. Le stress étant quelque chose, en fait, je reviens dessus par rapport juste pour reclarifier un petit peu sur le fait que le stress, ça peut être positif et négatif. En fait, on parle de stress, je ne sais pas trop le prononcer, mais en fait, c'est le stress positif, c'est-à-dire tout ce qui va avoir un effet bénéfique. Comme le fait d'étudier et d'avoir le sentiment d'acquérir de nouvelles connaissances, ça peut être stressant, mais ça va être positif. Le fait d'être au meilleur de sa forme lorsque l'on fait du sport, le challenge professionnel. Et après, il y a la partie aiguë, comme par exemple au moment où on va se marier ou lorsqu'on va avoir un bébé, le frisson lorsqu'on regarde un film d'horreur. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on catégorise comme stress qui va nous pousser à être plus productifs, plus motivés. Et ensuite, il y a la partie plus négative qui est au niveau aigu, tout ce qui va concerner la menace de mort contre soi-même ou contre ses proches, la menace d'être blessé, le risque ou la menace qu'on porte atteinte à notre intégrité physique ou psychologique ou à celle de quelqu'un qui nous est proche. Et au niveau chronique, il y a notamment la charge de travail, les difficultés financières, la discrimination, le harcèlement. Et en fait, c'est ce stress négatif qui va entraîner une détérioration du bien-être psychosocial le plus souvent et pour lesquelles on va essayer de mettre en place des actions psychosociales en lien avec les autres secteurs, que ce soit la santé, la sécurité alimentaire, les moyens d'existence, etc., pour essayer d'accompagner la personne vers une restauration de son bien-être qui lui permette de revenir à cette définition qu'on a vue au début. Donc le stress, en fait, les événements stressants vont se transformer en émotions, c'est-à-dire que lorsque vous avez, comme on disait, que ce soit quelque chose de positif ou de négatif, ça va générer des émotions. Donc là, on va parler plutôt des éléments négatifs liés
par exemple, à une connaissance qui est inadaptée ou dans le cadre de ce qui s'est passé récemment, trop d'informations où on n'arrive pas à faire le tri, ce qui va entraîner une incompréhension des messages ou les événements stressants. Tout ça va donc générer du stress, de l'anxiété, de la peur, de la colère, etc. Donc, tout ça, ce sont des émotions. Et ces émotions vont se transformer en comportement. C'est-à-dire que parce qu'on a peur, on va devenir agressif ou violent ou s'auto-exclure ou exclure les autres, rejeter les autres ou parce qu'on est stressé, etc. Donc, en fait, il y a vraiment un lien de linéarité entre le moment, enfin, l'élément qui va générer du stress, qui va développer des émotions et se transformer en comportement. Et du coup, tous ces messages, ces informations qu'on va avoir sur les informations peut aussi contribuer à développer des rumeurs qui vont aggraver les émotions négatives. Et ces émotions, d'autres exemples de comportements qu'on voit beaucoup dans les terrains sur lesquels on intervient, c'est par exemple l'augmentation de prise de substances. Lorsqu'on est stressé, anxieux, qu'on a peur, il peut arriver qu'on se mette à boire de l'alcool, à prendre des médicaments ou des drogues, ce qui va aggraver les comportements, notamment l'agressivité, les violences. Et c'est le moment où on va se rendre compte qu'il y a une augmentation des violences domestiques, etc. C'est souvent en réaction à une émotion qui est trop difficilement gérée par la personne. Et il va y avoir aussi le développement de la stigmatisation. Lorsqu'on a peur ou qu'on est anxieux, on va avoir tendance à essayer de chercher des coupables, à mettre dans un groupe, en fait, un ensemble de personnes qu'on estime être responsables de la situation. Et la stigmatisation est très souvent liée à la peur. Ça a été le cas avec le VIH ou avec tout autre type de groupe stigmatisé, où en fait, ça part de l'incompréhension ou du fait qu'on n'a pas les bonnes informations sur ce groupe-là qui va générer de la peur, etc. Donc, en fait, c'est un petit schéma qu'on avait fait pour essayer de montrer le lien entre la connaissance et l'événement et les comportements sur lesquels nous, on va essayer d'interagir au travers des activités qu'on met en place. L'idée étant que ce qui va être vraiment important, c'est de gérer les émotions et donc de travailler si on peut, sur l'origine, c'est-à-dire de mieux formuler les messages, de s'assurer que les connaissances sont bien adaptées pour pouvoir lutter contre la discrimination, pour pouvoir accompagner les personnes vers des communautés plus inclusives, etc. Donc, tout est lié et c'est important de travailler à tous les niveaux de ce schéma pour pouvoir avoir un effet, un impact positif sur les changements de comportement qui vont passer par un accompagnement individuel et collectif. N'hésitez pas à faire signe à Cécile si jamais je parle trop vite. Je voudrais vous présenter la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au niveau de son centre de référence qui est basé à Copenhague, a développé une sorte de cadre logique très standardisé en fait pour tout ce qui relève des activités visant à améliorer le bien-être psychosocial, la résilience et la capacité à soulager la souffrance humaine. Et donc, ils ont déterminé quatre résultats ou objectifs spécifiques. Après, selon le niveau où on se positionne, ça peut varier dans un cadre logique. Mais en gros, le premier concerne le renforcement des capacités, c'est-à-dire l'idée que le personnel et les volontaires des programmes de soutien psychosocial se sentent confiants, bien informés et compétents. Donc, c'est vraiment important à la fois pour eux et pour la qualité des interventions. Le résultat 2 vise le fait de prendre soin du personnel et des bénévoles ou des volontaires, de leur offrir un environnement de travail qui soit favorable et bienveillant, ce qui va également être essentiel dans tous les projets, mais dans le cadre des projets psychosociaux, c'est vraiment important de se sentir bien pour pouvoir aider les autres et de se sentir soutenu. Le troisième résultat va concerner la prestation de service, c'est-à-dire le fait que la population ait accès à des capacités qui vont l'accompagner pour le renforcement de ses capacités, à la fois individuelles et personnelles, mais aussi ses relations aux autres. Et on le voit beaucoup, notamment dans les projets qu'on peut avoir en cours auprès d'enfants, où on essaye des enfants qui ont été
témoins ou surtout témoins ou en tout cas impliqués dans des migrations, des situations de conflit, etc., où on essaye de reconsidérer la façon dont ils perçoivent la communication interpersonnelle et d'éviter qu'ils intègrent comme étant une façon normale d'interagir le fait d'être violent. Donc, toutes ces activités de soutien psychosocial vont viser à renforcer la confiance en soi des personnes, à essayer de les amener à être capables de se reprojeter vers l'avenir, ce qui va être le cas quand on travaille avec des personnes qui ont le VIH, par exemple, et donc à mieux gérer la communication avec les autres. Et enfin, l'engagement communautaire. Donc, vous avez peut-être participé récemment au webinaire sur le CREC, donc sur la CREC. Du coup, ça en fait partie. En fait, c'est tout ce qu'on va mettre en place au niveau communautaire pour que la communauté se sente impliquée, se sente efficace et du coup, soit accompagnée vers quelque chose de plus inclusif, de pacifique. Et donc, ce travail au niveau communautaire va contribuer au bien-être à la fois des individus et de la communauté dans son ensemble, en incluant tous les aspects de dignité, de respect, de redevabilité qu'on peut imaginer. Donc ça, c'est le cadre, enfin, c'est pas vraiment un cadre logique, mais en tout cas, c'est les éléments qui ont été identifiés par la fédération, par le centre de référence, comme étant 4 aspects essentiels qui ont été un peu repris dans les résolutions qui ont été signées en décembre. Et dans les résolutions, c'est redécoupé sous forme de 8 engagements ou 9 selon la résolution dont on parle, mais qui reprennent un petit peu ces différents éléments-là. Je vais m'arrêter un tout petit peu sur le principe du do no harm, ou ne pas nuire, parce qu'il est, alors toujours pareil, il est important quelle que soit l'intervention humanitaire ou l'intervention dont on parle, mais qui est très fort dans le domaine du psychosocial, parce qu'une activité, quand on essaye d'accompagner une personne qui ne se sent pas bien, si on n'a pas la bonne attitude ou les bons gestes ou les bonnes paroles, on peut aggraver la situation de cette personne-là. Et du coup, je voulais juste vous présenter un petit peu les différents aspects du do no harm et en quoi ils sont particulièrement impliqués dans le soutien psychosocial. Donc, le do no harm, vous voyez à peu près de quoi il s'agit. Il est à plusieurs niveaux. Par exemple, au niveau de l'environnement, ça va être de se poser la question au moment du développement de l'action et pendant sa mise en œuvre sur les impacts qu'on pourrait avoir au niveau du changement climatique, par exemple sur l'empreinte carbone que l'action va avoir, sur les matériaux qu'on va utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire quand on va les jeter, notamment la gestion des déchets, les matériaux utilisés, pas usagés, ça va être par exemple, est-ce qu'on choisit une peinture au plomb, enfin donc d'éviter de choisir une peinture au plomb ou certains matériaux qui pourraient dégrader l'environnement. Au niveau de l'économie, le fait qu'il y ait la fermeture de services locaux, publics et ou privés, qu'est-ce que ça, enfin, éviter en tout cas, éviter que notre action entraîne ce genre de situation. Éviter aussi que notre action entraîne une perturbation au niveau des marchés. C'est ce qui a été le cas dans certaines situations où, en donnant gratuitement des produits qui avaient été importés d'ailleurs ou qui avaient été produits ailleurs, pouvait entraîner une déstabilisation du marché local ou des produits locaux, de la vente et l'achat des produits locaux. Et pour ce qui concerne, donc tout ça c'est général, mais pour ce qui concerne le psychosocial, on va s'arrêter plus sur le do no harm ou le ne pas nuire au niveau des communautés. Et donc, s'assurer que nos interventions, nos actions ne vont pas aggraver les exclusions, la discrimination, qu'on ne va pas avoir un impact négatif sur la résilience communautaire, qu'on ne va pas exacerber des conflits ou des tensions, ce qui peut être le cas lorsqu'on va soutenir plus un groupe qu'un autre. De ne pas renforcer non plus les inégalités de genre ou les violences basées sur le genre, le fait parfois de promouvoir certaines interventions auprès des femmes. Il faut qu'on soit bien conscient que des fois, si on leur demande de suivre des formations, c'est un temps qui va s'ajouter à leur temps domestique et du coup, ça fait des journées complètement intenables pour des femmes ou certaines actions qui pourraient nuire à l'équilibre homme-femme ou à la liberté de certaines femmes d'avoir des temps libres, etc. Et dans certaines situations aussi, on peut avoir des conséquences négatives sur la gouvernance des autorités locales
ou des sociétés nationales. Donc, tous ces éléments-là dans les interventions qu'on fait sont vraiment importantes à avoir en tête. Et au niveau individuel, c'est dans toute action qu'on va mettre en place, de s'assurer qu'on respecte bien les droits, la sécurité, la protection, la dignité de la personne, de garantir aussi que les actions ne vont pas avoir un impact négatif sur sa santé, y compris le bien-être psychosocial, de vérifier aussi que l'accès aux services est assuré pour tous, donc de bien vérifier que les groupes minoritaires ou exclus sont bien inclus du coup dans l'accès aux services. Et là encore, de ne pas nuire à la résilience et donc d'être beaucoup plus sur des modalités d'accompagnement et de renforcement des capacités individuelles plutôt que dans l'assistance où la personne va potentiellement avoir le sentiment d'être inefficace dans sa vie et dans sa contribution à la communauté. Donc, c'était une petite présentation assez générale de ce qu'est le soutien psychosocial, la santé mentale et les principes essentiels à avoir en tête lorsqu'on met en place des interventions. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur les interventions qu'il y a eu pendant le Covid, parce que c'était une intervention qui était assez spécifique sur ce qu'on peut mettre en place en temps de crise et qu'on a développé de façon peut-être pas assez bien préparée, parce que je pense que la crise au coronavirus n'avait pas été anticipée de par sa nouveauté, etc. Mais du coup, ça permet de montrer certaines interventions qui ont pu être mises en place et qui ont eu un effet a priori plutôt bénéfique. Donc déjà, pourquoi c'était important de mettre en place des activités de soutien psychosocial? C'est lié au fait que le coronavirus a eu un impact très fort sur le bien-être psychosocial. Donc, comme on l'a vu au début, en fait, c'est tous les éléments de stress, les facteurs de stress ou les chocs peuvent altérer le bien-être psychosocial. Et dans le cadre du coronavirus, il y a eu plusieurs éléments qui étaient en lien avec ça, notamment le risque élevé d'être contaminé ou de contaminer les autres. Les mesures de biosécurité qui peuvent générer de la peur, du stress, de l'angoisse, et notamment le confinement qui a pu aggraver certains sentiments de solitude et les conséquences de ces sentiments. Les symptômes courants qui pouvaient être interprétés à tort comme une infection au Covid, mais aussi la peur de se rendre dans les centres de santé ou les hôpitaux parce qu'on savait qu'on n'avait pas le Covid et du coup, la peur soit d'être contaminé en y allant, soit de ne pas être jugé comme responsable en allant dans des centres de santé alors qu'on n'avait pas le Covid, qui en fait a eu pour conséquence d'accroître certains troubles de la santé et de la santé mentale. Les tensions entre les priorités de santé publique et les souhaits des patients. Il y a eu l'exemple de l'interdiction d'aller voir ses proches lorsqu'ils étaient trop âgés, ce qui a créé beaucoup de détresse à la fois pour les personnes âgées et pour leurs familles, notamment quand ils étaient en fin de vie. Ça a été des situations vraiment très difficiles, aggravées par le fait qu'il ne pouvait pas y avoir de cérémonies telles que les personnes auraient voulu les faire pour les enterrements ou l'incinération, etc. Donc tout ça a rendu encore plus dramatique la situation et altérer d'autant plus le bien-être des personnes. Tout ce qui relève des services de soutien communautaire, notamment pour les personnes vulnérables, où la fermeture ou la perturbation de certains services les ont encore plus isolés et aggravé leur vulnérabilité. Et enfin, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'importance de la couverture médiatique, le fait qu'il y ait une surmédiatisation, le fait que les réseaux sociaux ont facilité la transmission ultra rapide d'informations un petit peu dans tous les sens, a été extrêmement anxiogène et on l'a beaucoup entendu au niveau des appels reçus sur l'anxiété que ça a pu générer chez des personnes qui n'arrivaient plus à savoir quelle était la vérité, qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux, quelles étaient les mesures à suivre, le sentiment qu'on nous ment, etc. Donc tout ça a été source de stress intense et tous ces éléments-là ont contribué à vraiment beaucoup altérer le bien-être des personnes pendant cette période-là. Et donc, ça a exacerbé des vulnérabilités existantes, ça a amené à l'apparition de nouvelles vulnérabilités, la perte de revenus, voire de tous les moyens d'existence dû à la surreprésentation des femmes dans le secteur informel, a également entraîné l'accroissement des vulnérabilités spécifiques des femmes. Et il y a eu une augmentation
avérés des cas de violence basés sur le genre et de la violence domestique, et beaucoup de menaces sur les droits en termes de santé sexuelle et reproductive. Donc, l'idée ici, c'était de mettre en avant le fait qu'il y avait des vulnérabilités préexistantes et en fait, la situation a aggravé ces vulnérabilités. Donc, c'est vraiment important de les avoir en tête, d'avoir en tête quelles sont les vulnérabilités des groupes les vulnérabilités préexistantes des groupes auprès desquels on intervient pour s'assurer qu'on va vraiment les cibler dans les interventions et essayer de contrecarrer un petit peu les impacts négatifs du contexte. Par rapport aux femmes, les projections sont extrêmement pessimistes dans la mesure où, du fait du confinement ou des mesures de sécurité ou du contexte dans son ensemble, il y a des projections faites par l'UNFPA de 47 millions de femmes qui sont ou seront encore privées d'accès à des contraceptifs, ce qui potentiellement pourrait entraîner 7 millions de grossesses indésirées et 31 millions de cas supplémentaires de violences basées sur le genre. Et une autre projection assez pessimiste, c'est que du fait de l'interruption des programmes de prévention contre les mutilations génitales féminines, il y aurait 2 millions de cas de MGF en plus qui auraient pu être évités et qui auront lieu au cours des 10 prochaines années. Donc, ces conséquences sont vraiment à avoir en tête au moment de la programmation parce que les actions peuvent essayer de limiter un petit peu ces projections ou de lutter contre ces perspectives assez pessimistes en s'assurant de l'accès aux contraceptifs, etc. Et du coup, c'est vraiment important d'avoir en tête les effets à long terme pour pouvoir organiser les actions aujourd'hui en lien avec ces perspectives. Donc, l'idée, au niveau de ce qui a été mis en place, notamment au niveau de la France, donc je vous parlais tout à l'heure de la conférence internationale qui a essayé de mettre en avant l'importance d'avoir des réponses à chaque niveau de la pyramide d'intervention. Donc là, je vous ai montré, je vais vous présenter l'exemple de ce qui a été mis en France et de comment on a essayé de répondre à ces différents niveaux. Donc, au niveau basique, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'accès aux services de base, l'information, la sécurité, la France avait un numéro vert, donc les hotlines qui visent à donner des informations, à rassurer les personnes quant à leurs inquiétudes, à casser les rumeurs, etc., contribuent à assurer une réponse psychosociale au niveau de la base de la pyramide. Ensuite, sur ce qui concerne le renforcement du soutien communautaire et familial, il y avait 2 dispositifs mis en place. Donc, Croix-Rouge C'est Vous qui visait à aider des personnes vulnérables qui étaient isolées à accéder à des services de base tels que de la nourriture, des médicaments, etc., via une centrale d'appel. Et ensuite, il y avait un autre dispositif qui était mis en place pour que des bénévoles puissent appeler des personnes identifiées comme très seules, isolées, vulnérables, après avoir reçu donc, des listes de la part des mairies ou des familles. Et du coup, ils appelaient eux-mêmes les personnes pour leur apporter un soutien, un petit peu de réconfort, des discussions, etc. Et donc, renforcer le soutien communautaire. Au niveau des dispositifs de soutien ciblés mais non professionnels, il y avait Croix-Rouge Écoute, c'est-à-dire des personnes qui ont été formées de façon plus spécifique à l'écoute active et à la santé mentale pour pouvoir prendre en charge des personnes qui étaient particulièrement stressées ou en détresse, qui avaient vraiment des besoins de parler plus spécifiques. Et enfin, par rapport aux services spécialisés, donc la pyramide monte par rapport le nombre de personnes décroît par rapport au niveau de la pyramide. Et quand on arrive aux services spécialisés, on est sur un pourcentage beaucoup plus faible de la population. Mais il reste important de s'assurer qu'il y a des services disponibles pour ce pourcentage-là. Et on avait un partenariat avec la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU qui prenait de façon immédiate et très rapidement les personnes qu'on leur aurait orientées dans les cas beaucoup plus graves. Ça concernait les personnes qui avaient
qui avaient des antécédents en santé mentale forts, en psychiatrie, où ça concernait les personnes qui, par téléphone, nous disaient qu'elles envisageaient le suicide ou ce genre de situation-là. Et dans ces cas-là, c'est des psychologues ou des psychiatres de la CUM qui prenaient en charge ces situations-là. Il y a eu beaucoup d'autres dispositifs qui ne sont pas listés sur cette pyramide. L'idée étant de s'assurer qu'on va avoir des éléments de réponse à chacun des niveaux de la pyramide pour pouvoir couvrir tous les besoins en santé mentale et psychosociale de la population. Donc, les interventions en lien avec la crise du Covid qui ont été menées au national et à l'international par la CRF visait d'une part à prévenir le risque de contaminer et aider la communauté à y faire face. Donc, c'est, comme je le disais, identifier les vulnérabilités, adapter les messages, prendre en compte le contexte culturel et la situation personnelle et individuelle pour pouvoir faciliter l'acceptation des messages. Parce qu'en fait, cette acceptation, elle va contribuer au respect des mesures. Donc, c'est vraiment important de s'assurer dans la manière ou le contenu des messages qu'on va diffuser que la personne les a compris et les accepte. Parce qu'une personne qui n'accepte pas le message ne va pas le respecter. Et enfin, tout ce qui concerne les lignes vertes qui visaient à la fois à donner de l'information, ce qui va avoir tendance à rassurer la personne, mais aussi à aider les personnes à faire face au stress et à tout un tas d'autres émotions. Et dans ce cadre-là, il y avait les formations au premier secours psychologique à distance qui peuvent être particulièrement efficaces. Toujours pour la réponse au Covid, l'idée de limiter les risques, le développement de troubles plus graves. En fait, on a vu tout à l'heure au niveau de la pyramide qu'il y a beaucoup d'actions qui vont être mises en place au niveau de la base de la pyramide qui vont contribuer à limiter le risque que la personne développe des troubles plus graves. Les premiers secours psychologiques, que ce soit à distance ou lors des distributions, par exemple, le fait de pouvoir apporter une écoute active aux personnes qui sont aidées vont leur permettre déjà de se sentir soutenues et de mieux organiser, prioriser leurs besoins, de mieux comprendre que leurs émotions, elles sont justifiées parce que la situation n'est pas normale. Et tous ces éléments-là vont contribuer. Alors, ça a été vraiment prouvé que ce soutien au moment où la personne est vraiment en situation de stress et de détresse intense va contribuer à limiter le risque qu'elle développe des troubles beaucoup plus graves dans la durée. Les activités pour les enfants, on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur l'importance de mettre en place des activités pour que les enfants se développent de façon sereine et aussi normale que possible en déconstruisant certaines conceptions qu'ils pourraient avoir intégrées du fait de ce qu'ils ont vécu et notamment au niveau de la crise, ça a pu être particulièrement traumatique avec des situations assez anxiogènes et dans ce qui va arriver maintenant, ça peut être aussi assez compliqué. Mais pour les enfants, le fait d'avoir perdu tous leurs repères temporels parce qu'il n'y avait plus d'école, il n'y avait plus de structure dans le temps, il n'y avait plus de routine, c'est quelque chose qui peut avoir un impact très fort sur le bien-être et le développement de l'enfant. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Et ça a été pris en compte au travers de pas mal d'activités qui ont été mises en place pour les enfants via des rendez-vous réguliers par Internet ou des choses comme ça. Et en fait, le renforcement du lien social et du soutien familial au travers de différentes interventions individuelles ou par téléphone avec des groupes, etc. La prévention des risques psychosociaux pour le personnel et les volontaires est quelque chose qui a été beaucoup développé à la fois en France pour les volontaires non professionnels, mais aussi pour les intervenants de première ligne. Et il s'agissait de former tout le personnel au soutien psychosocial et au premier secours psychologique en leur donnant quelques bases pour qu'ils puissent comprendre la réaction des gens auprès desquels ils intervenaient et du coup mieux se préserver aussi, donc mieux connaître les réactions, ça les aide à savoir y faire face et mettre en place différentes modalités de soutien. C'est quelque chose qu'on a pas mal développé aussi au cours des dernières semaines en renforçant les briefings, les débriefings, en proposant des réunions entre collègues via Zoom ou d'autres plateformes et de proposer un soutien en groupe et par les pairs avec des WhatsApp, avec des appels téléphoniques, en essayant de mettre les gens en lien les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui a été
assez bien pris par les personnes qui en ont bénéficié, qui du coup se sont un peu mieux senties parce qu'elles se sentaient moins seules par rapport à ce qu'elles vivaient et le soutien à la fois de leur père et de leurs responsables et des autres modalités mises en place par la CRF a été particulièrement apprécié par ces bénévoles. La prochaine étape va être d'accompagner la reprise et du coup de renforcer la résilience. Donc ça va être le maintien du soutien psychosocial et on va le voir dans la prochaine partie sur tout ce qu'il peut y avoir d'important en termes de soutien dans la durée et la restauration de tous les systèmes de soutien communautaire et les liens familiaux. Ça m'amène à cette partie qui concerne l'après-crise. Donc là, c'est trop récent au niveau du corona. Du coup, j'ai pris l'exemple d'Ebola, puisque là, on a plus de recul sur les impacts qu'il y a eu dans la durée. Donc, un petit rappel sur Ebola. Donc, l'épidémie dont je parle est celle qui a eu lieu en Afrique de l'Ouest, notamment au Libéria, au Sierra Leone et en Guinée, qui a fait un total de plus de 11 000 décès. Et le double en gros, une personne identifiée sur deux à peu près était en risque de décéder de cette maladie. Du coup, il y a eu une réponse globale qui a été développée par le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge en termes de coordination pour gérer la crise. Donc ça, c'était vraiment pendant la crise, avec la mobilisation sociale et tout ce qui concerne la communication aux bénéficiaires. Les enterrements dignes et sécurisés avec la désinfection des maisons, tout ce qui concerne évidemment la gestion des cas cliniques, donc la prise en charge médicale des cas suspects, probables, des cas identifiés, des malades. Il y a eu tout ce qui concerne la recherche et le suivi des cas contacts des patients qui ont été atteints par le virus Ebola. Et enfin, le soutien psychosocial avec toutes les personnes qui ont été soutenues, que ce soit les personnes malades, les personnes guéries ou l'entourage des malades ou des personnes décédées. En fait, ces cinq piliers sont à peu près les mêmes que ce qu'on a essayé de mettre en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, où on a de la même manière mis en place la communication, les enterrements dignes et sécurisés, la gestion des cas cliniques, etc. Et en fait, le soutien psychosocial est à la fois un pilier à part entière dans la mesure où il s'agit de mettre en place des activités très spécifiques, mais il s'agit aussi d'intervenir au niveau des 4 autres piliers pour renforcer cette dimension humaine et psychosociale, comme on l'a vu au niveau de la communication, de s'assurer de l'acceptation des messages diffusés, au niveau des enterrements pour renforcer le côté digne de ces enterrements et soutenir les personnes endeuillées au niveau émotionnel et psychosocial, dans la gestion des cas cliniques pour accompagner les personnes malades et leur entourage lors de l'admission jusqu'à idéalement la guérison. Et dans toute la partie suivi des cas contacts, il y avait un petit peu la même problématique au niveau du coronavirus où lorsqu'on a été en contact, on a une période d'un certain nombre de jours où on ne sait pas trop si on a été atteint, si on peut contaminer ses proches. Il y a toute cette crainte-là qui nécessite aussi souvent un accompagnement psychosocial. Donc, l'idée est que le soutien psychosocial va cibler d'un côté toutes les activités très spécifiques, mais aussi l'appui aux autres piliers pour en renforcer l'efficacité. Au niveau donc post-crise, là, je vous parle de l'expérience qu'on a eue notamment donc à Macenta en Guinée, où on a pu constater plusieurs mois, voire un an après la fin de la crise Ebola, beaucoup de sentiments donc, au niveau individuel de culpabilité, de honte, le sentiment d'avoir pas forcément pris les bonnes décisions pendant la crise, d'avoir été responsable de la mort de ses proches, des sentiments très, très difficiles à gérer. Les deuils difficiles, il y a eu beaucoup de situations très problématiques avec les orphelins d'Ebola qui devaient faire le deuil de leurs parents, mais aussi beaucoup de parents qui devaient faire le deuil de leurs enfants ou de leurs proches, de leurs compagnons, etc.
la problématique des familles recomposées, avec la perte des rôles sociaux, c'est-à-dire des pères, par exemple, qui s'étaient pas du tout jusque-là impliqués sur la gestion domestique de la famille et qui se retrouvaient à devoir gérer ces rôles-là, ou des grands-parents qui se sont retrouvés à gérer, à prendre en charge leurs petits-enfants parce que leurs enfants étaient décédés. Donc, il y a eu beaucoup de recomposition et de perte des rôles qui ont beaucoup affecté les personnes. Au niveau du développement des enfants, la fermeture des écoles, la détresse parentale, tous ces aspects-là ont également été très difficilement vécus par les personnes. L'auto-exclusion, l'isolation, ce sentiment d'être inutile, d'être un fardeau pour sa famille, notamment pour les personnes âgées qui, du coup, se retrouvaient complètement assistées et qui avaient vraiment le sentiment d'être un poids pour la communauté. Et au niveau social, la déstabilisation ou la fermeture des réseaux sociaux et associatifs a beaucoup perduré, et ce qui fait que les personnes qui étaient en situation de vulnérabilité avaient très peu de ressources sociales ou communautaires pour pouvoir y faire face. Le fait que même longtemps après la crise, il y a eu beaucoup de tensions sociales du fait de la façon dont les autorités ou les instances ou les leaders communautaires ou religieux ont géré la crise, avec des tensions liées au fait qu'une partie de la communauté était en accord, une autre partie était en désaccord. Et en fait, ces tensions-là ont beaucoup perduré. Et le manque de ressources matérielles, évidemment, qui a généré beaucoup de détresse, l'exclusion sociale avec la stigmatisation des anciens malades ou la discrimination des familles qui auraient eu des malades en leur sein, et les problématiques de santé, à la fois liées aux conséquences sanitaires sur le bien-être des personnes, mais aussi sur l'affaiblissement des services de santé qui a duré longtemps après la crise. En fait, tout ça a pour objectif de mettre en évidence l'importance de maintenir des activités même après la crise et de ne pas quitter, de pas sortir d'un pays ou d'une communauté immédiatement quand on décrète que le dernier cas est fini et que l'épidémie est terminée ou que la catastrophe est finie. Parce qu'en fait, ces problématiques psychosociales ont tendance à émerger quelques mois après la fin de la crise, et c'est le moment où il y a vraiment besoin de soutenir les populations pour les aider à se relever de manière efficace et à faire face aux crises futures. Je vais rapidement vous présenter un petit peu les éléments en lien avec l'importance de prendre soin de soi et de ses équipes. Donc, c'est un des éléments phares de la fédération qui vise à s'assurer que les personnes qu'on mobilise pour intervenir sur des situations de crise sont bien accompagnées et soutenues. Du coup, il y a, comme je le disais tout à l'heure, le stress est une réaction normale qui peut être positive et nous amener à dépasser nos limites, mais qui peut avoir des conséquences négatives s'il n'est pas bien géré. On ne peut pas supprimer le stress, l'idée c'est de savoir comment le gérer, et les facteurs de stress et la façon dont on va les gérer vont être très dépendants d'une personne à l'autre. Donc, c'est important de bien se connaître, de savoir qu'est-ce qui nous stresse, de savoir quels sont les signes qui vont nous indiquer qu'on est en état de stress, et de savoir quelles sont les ressources qui vont nous aider à gérer ce stress. Et en fait, tous ces éléments-là sont très personnels, et du coup, on peut former les personnes et les outiller pour savoir comment gérer ce stress, mais on ne peut pas gérer le stress à leur place, et on ne peut pas leur dire ce qu'elles doivent faire pour le gérer. Il faut les accompagner pour identifier ces éléments-là. Au niveau des intervenants humanitaires, il y a un aspect qui ressort souvent, c'est la volonté de dépasser ses propres limites, et le sentiment que en fait, si on arrête de travailler ou si on s'absente, il va y avoir des conséquences très graves. Et en fait, ce sentiment-là, cette volonté d'aller au-delà de ce qu'on est en capacité de faire, va souvent conduire à l'épuisement. Et en fait, il y a un effet négatif à la fois sur la personne elle-même, puisqu'elle va arriver dans un état physique et psychologique très, très, très mauvais. Mais ça va aussi avoir un impact très négatif sur l'activité, parce qu'une personne qui a un état d'épuisement n'est pas en capacité de faire de façon qualitative le travail qu'elle est censée faire. Et en fait, comme on a vu tout à l'heure dans le Do No Harm,
ça peut avoir des conséquences très nuisibles sur l'activité, sur la personne. C'est-à-dire que si on prend l'exemple d'un médecin, par exemple, qui sera en phase d'épuisement, il peut ne pas bien communiquer avec l'entourage du patient et du coup avoir des conséquences très négatives sur la façon dont la personne va gérer le deuil de son proche, mais aussi sur la confiance que la personne va avoir envers le personnel médical et soignant. Et en fait, c'est valable pour toutes les professions et toutes les interventions. Donc, c'est important de respecter ses propres limites pour éviter d'en arriver là et de ne pas rester avec un sentiment d'impuissance, de se référer aux autres, de chercher l'aide et le soutien de ses proches, de ses pairs ou de ses responsables pour ne pas rester avec ce sentiment-là et éviter d'aller jusqu'à l'épuisement. Pour les personnels et les volontaires, il y a beaucoup de facteurs de risque qui peuvent intervenir, les risques personnels, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la personne, par exemple ce qu'elle vit chez elle qui peut affecter sa capacité à intervenir, mais aussi le fait de ne pas se sentir assez bien dans la situation, d'avoir des problématiques éthiques, de ne pas savoir comment intervenir et tout ce que ça peut lui rappeler au moment de l'intervention par rapport à ses expériences passées. La fatigue qu'elle peut avoir aussi par rapport à d'autres événements qui lui arrivent dans sa vie en dehors du travail. Il y a les risques interpersonnels, le fait de ne pas se sentir soutenu ou lorsqu'il y a des tensions au sein de l'équipe. Tout ça peut favoriser et aggraver le stress. Et ensuite, au niveau des conditions de travail, le fait de vivre un événement traumatique ou de ne pas avoir été assez bien préparé, d'avoir des attentes inadaptées par rapport à la situation et au travail qu'on nous demande. Et enfin, tout ce qui est lié à l'organisation. Et ça, c'est notre responsabilité à tous. C'est-à-dire pour les personnes de ne pas avoir suffisamment d'équilibre entre la vie perso et la vie professionnelle, de ne pas avoir un planning bien équilibré, de ne pas avoir une fiche de poste qui soit suffisamment claire ou une fiche de poste qui ne soit pas respectée. Tous ces éléments-là vont générer du stress. Et il y a aussi tous les mécanismes de soutien qu'on est en devoir d'offrir à nos équipes en termes de débriefing, formation, écoute après une intervention difficile, etc. Donc ça, c'est notre responsabilité en fait. Les deux derniers points sont plus en lien avec ce que nous, on peut mettre en place pour limiter les risques psychosociaux des volontaires et des équipes avec lesquelles on travaille. Et ces éléments-là sont vraiment importants. Et du coup, il y a plusieurs outils qui existent. Donc, il y a par exemple le guide Antares qui propose 8 éléments sur comment, en tant que responsable d'équipe, on peut mieux préparer, ou en tant que structure, donc par exemple en tant que Croix-Rouge, comment on peut mieux préparer l'environnement professionnel pour limiter le stress au travers d'une politique RH qui soit bien définie, par exemple, ou des tests, des évaluations qui permettent de s'assurer que les personnes qu'on va recruter auront le poste adéquat par rapport à leurs capacités. La préparation, la formation, tout ça, c'est un amont. Et ensuite, pendant les interventions, tout ce qui concerne le suivi, le soutien continu, tout ce qui va être d'accompagner les personnes en situation de crise. Et après une mission de tout ce qui va être l'accompagnement vers, donc ça va être la gestion de carrière, mais ça va être aussi de façon plus immédiate, ce qu'on peut mettre en place juste après une intervention difficile. Et dans ce cadre-là, il y a la fédération qui a développé un module très spécifique sur l'accompagnement au travers des principes de base des premiers secours psychologiques. Comment on peut, en tant que responsable d'équipe, accompagner, soutenir son personnel et ses volontaires. Donc, avant la crise, pendant la crise et après la crise. Du coup, tout a été défini au travers de différents outils. Et notamment, juste après une intervention qui s'avérerait difficile pour les volontaires, l'organisation d'une réunion de groupe pour baser sur les principes d'action des premiers secours psychologiques, écouter, observer et mettre en lien, et qui va outiller du coup le responsable d'équipe pour pouvoir soutenir ses volontaires après une intervention difficile. Enfin, c'est surtout utilisé après une intervention difficile, mais ça peut donner
des éléments assez utiles, quel que soit le type de réunion, pour savoir comment être à l'écoute de ces équipes, identifier des risques individuels de certaines personnes qui pourraient manifester des difficultés à faire face à ce qu'elle a vécu et l'orienter en cas de besoin. Et du coup, tous ces éléments-là font partie de la responsabilité des chefs d'équipe ou des coordinateurs, des responsables, et contribuent énormément à limiter le stress au travail, au stress pendant et après les interventions des volontaires et des équipes avec lesquelles on travaille. Donc, tous ces outils sont disponibles et ils sont plutôt bien faits, et c'est intéressant de les lire pour savoir comment s'assurer du bien-être, et pas en tant que responsable, même sans le vouloir, on pourrait contribuer à aggraver le bien-être de nos équipes et du coup nuire in fine à l'activité qu'on essaye de réaliser. Je vais conclure avec 2 petits schémas qui sont en lien bien sûr avec la santé mentale et le psychosocial. Le premier, c'est les différentes situations lors desquelles il est vraiment pertinent de mettre en place du soutien psychosocial et de s'assurer que des services de santé mentale sont disponibles. C'est alors les personnes, donc les personnes déplacées ou lors des migrations, les inégalités, les crises économiques, l'urbanisation, les catastrophes naturelles, les maladies et épidémies comme les 2 exemples qu'on vient de voir, ou les violences et conflits. Le changement climatique est un facteur aggravant de toutes ces situations-là, mais toutes ces situations vont avoir un impact au niveau somatique, émotionnel, comportemental, relationnel et professionnel. Et les interventions psychosociales et en santé mentale vont aider à limiter les impacts de ces événements-là. Donc, quelle que soit la situation, ça peut être vraiment pertinent de mettre en place des activités vraiment qualitatives et efficaces pour limiter les conséquences qui vont se traduire sur du très long terme. Parce que, comme on l'a vu, une personne qui aurait des troubles du sommeil ne va pas contribuer efficacement ou bien prendre soin de sa famille ou contribuer à sa communauté. Du coup, toutes les interventions psychosociales, qu'elles soient immédiates, telles que les premiers secours psychologiques qu'on va proposer au moment où la personne est vraiment en situation de crise ou de détresse intense, jusqu'à l'accompagnement dans la durée, tous ces éléments-là vont contribuer au mieux-être individuel et collectif. Donc, c'est important de les mettre en place de façon durable et de façon rapide. C'est-à-dire qu'il faut à la fois les proposer au moment de la crise et donc les garder dans la durée. Et un dernier schéma qui montre un petit peu les 3 temps avant, pendant et après la crise. Donc en anglais, on avait appelé ça le ABC, After, Before Crisis. C'est un moyen mnémotechnique assez efficace, en tout cas pour moi. Et du coup, c'était l'idée d'identifier toutes les activités qu'on va mettre en place en préparation de la crise. Donc, c'est tous les niveaux 1, en réponse à la crise et au moment du relèvement. L'idée étant qu'on peut difficilement, notamment du fait du changement climatique, on peut difficilement lutter contre la perspective d'avoir de plus en plus de crises, des crises rapprochées de plus en plus intenses. Mais par contre, on peut avoir un impact sur la résilience des personnes, sur le développement communautaire, le renforcement des tissus, etc., ce qui va permettre de diminuer l'impact de ces crises. Donc, l'idée, c'est que la santé mentale et le soutien psychosocial va contribuer non pas à empêcher les crises, mais au moins à aider les individus et les communautés à mieux y faire face et à ce que les impacts soient moins durables et moins violents. Voilà. Voilà pour ma présentation qui a duré presque 1 heure. Du coup, je rends la parole à Cécile pour me dire s'il y avait des questions. Merci beaucoup Cécilie. Alors je suis dans la petite case questions-réponses et pour l'instant il n'y en a pas, mais du coup j'invite vraiment tous les participants à poser leurs éventuelles questions ou remarques. Alors j'ai un commentaire qui dit merci et que voilà, que tu as été très pédagogue, donc merci à Caroline. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou commentaires, à marquer dans la petite case questions-réponses, c'est vraiment le moment. Alors, j'ai une question de Capucine qui dit « Merci beaucoup, c'était très clair. Est-il possible d'avoir accès à la formation au premier secours psychologique et éventuellement la diffuser ?»
La formation, les modules sont disponibles. Là, on est en train de finaliser la traduction en français, mais ils sont déjà disponibles en anglais. Il y en a 4. Et alors, Cécile voudrait répondre à cette question. Pardon, c'était pas ça. Vas-y, vas-y, excuse-moi. Je peux te laisser répondre. Non, non. Oui, donc en fait, les modules sont disponibles. Par contre, c'est important d'être formé comme formateur avant de les diffuser. Et il y a pas mal de formations qui sont proposées déjà pour être soi-même formé au premier secours psychologique et ensuite pour former. Donc, les manuels sont vraiment un très, très bon outil et ils sont accessibles. Mais c'est intéressant de participer à certaines formations avant de les diffuser parce que c'est toujours pareil dans le doux noir vaut mieux être sûr de ce qu'on transmet et de la façon dont on le fait avant de le faire. Mais en tout cas, les manuels sont disponibles. Marois, il n'y a pas de quoi. Lisa aussi qui disait que c'était très clair. Merci beaucoup. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Ok, du coup, s'il n'y a pas de questions, on aura respecté le timing. Donc, on a beaucoup de merci. Donc, merci beaucoup à vous pour votre écoute et votre participation. On laisse encore une minute ou deux au cas où une question vienne. Et puis sinon, on mettra fin à l'intervention. Super. En tout cas, merci beaucoup, Cécile, d'avoir facilité tout ça. Ouf, j'ai pas fait grand-chose du coup. Bon, écoutez, je crois qu'il n'y a pas de questions. En tout cas, c'était très clair. C'est certainement pour ça qu'il n'y en a pas. Donc, merci Cécilie. Et puis, merci beaucoup à tous pour votre participation. Cool. Si, il y Bonne a une fin de journée. question. Non, Si j'ai c'est des questions, je vous des la questions, il poserai. te la Donc, non. posera. Ok. Eh bien, très bien. N'hésitez pas, même par mail. Cécilie est joignable. Donc, voilà, est dispo pour vous appuyer. Merci à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.